Jonathan, re-bienvenue. Bonjour. Tu as une très belle influence sur nous. Donc, Jonathan, thérapeute ayurvédique, on peut dire ça. Un de mes chapeaux. Puis, tu sais, la dernière fois que je t'ai reçu, Sylvain, après ça, mon copain, a dit, je veux faire tout ce que Jonathan a dit. Donc, on s'est procuré les teintures mères, puis il prend ça. J'ai juste dit, parce qu'il prenait la scutellaire aussi, en après-midi. Puis là, j'ai dit, puis il allait faire son somme après. Puis il dit, pourquoi je suis endormie? Mais j'ai dit, peut-être que prendre le soir plutôt que... La prends-tu le matin aussi? Je la prends matin et soir, mais si on traîne une dette de sommeil, ça devient sédatif en journée. Mais si on n'a pas cette dette de sommeil-là, ça va plus produire de la sérotonine. Puis, mais là, tu viens de me dire que récemment, il s'est mis... il y avait un produit Shilajit avec ashwagandha, il dort mieux. Peut-être qu'il va payer sa dette. Moi, je l'appelle le huissier du sommeil, scutellaire. OK. Toc, toc. C'est maintenant que vous remboursez, monsieur et madame. Ah, j'aime ça. Tu vois, j'ai jamais pensé à la dette du sommeil, puis à dire, mais c'est maintenant que tu vas me rembourser. Maintenant que tu rembourses la dette, puis il y a des gens qui n'ont pas de dette à rembourser, donc ça leur fait aucun effet sédatif. Puis, ouais. OK, c'est pour ça, tu sais, ça dépend. Il y a le terrain, il y a le... Donc... Elle est compliquée un peu au début, mais à un moment donné, on comprend une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, c'est juste plus subtil qu'un médicament. Comme le matcha, moi, j'aime ça le prendre le matin. Il y en a qui peuvent le prendre le soir, mais pour moi, c'est un... Je peux pas, là, tu sais, je serais trop vive. Je serais pas assez détendue. Donc, ça dépend des personnalités. Ça dépend beaucoup des terrains. Puis, la scutellaire, en fait, elle fournit des précurseurs de neurotransmetteurs. Elle donne au cerveau de quoi s'arranger, puis elle va harmoniser, ramener... à la normale, mais des fois, se ramener à la normale, ça peut être comme... Une fois, j'ai fait la gaffe d'en prendre avant un shift de nuit. Puis j'ai littéralement rampé jusqu'au téléphone pour appeler mon patron, pour lui dire que je rentrais pas, puis j'avais fait une grave erreur. Parce que à ce moment-là, elle a été très sédative, parce que j'avais sommeil, puis à 10h, 10h30. Puis j'apprends pour ça, d'ailleurs. J'apprends pour me dire toc, 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 hey... il est 9h30, il est 10h. OK, donc tu apprends le matin pour un effet sérotonine, puis le soir pour dire, OK, parfait. Ça vient se convertir, hein, parce que la scutellaire, c'est une tonique, donc elle peut procurer son effet sédatif le soir, même si tu en prends le matin. C'est-à-dire qu'elle va te donner de la sérotonine, ton corps va la convertir en mélatonine, il redéfait les neurotransmetteurs, il les recycle. Fait que ça augmente ton niveau de neurotransmetteurs. Puis c'est pour ça que plus tu as de la lumière du jour, mieux tu vas dormir le soir. Parce que plus tu as de sérotonine, plus tu as la matière pour produire ta mélatonine après. C'est fascinant. Ça me fascine. Combien de plantes as-tu dans ton cerveau? Dans mon... OK, ouais, là, je... Tu vis avec combien de... Hein? Pas suffisamment, parce que là, j'ai pas compris ta question en un instant. Mais, je sais pas, une couple de centaines, là, 200-300 certains, là. Des alliés que tu utilises pour les personnes qui viennent te voir puis qui ont tel trouble. Puis est-ce qu'on peut, tu sais, s'accompagner, est-ce qu'on peut accompagner tous nos besoins avec les plantes, les végétaux? C'est un niveau. Moi, je travaille dans l'holistique, herboriste thérapeute accrédité l'un de mes chapeaux. Là. J'étais le premier garçon à être herboriste thérapeute accrédité. Bravo. Bravo. Après ça, il y a eu un pharmacien que je connais, puis un chercheur que je connais aussi. Il est arrivé tard, lui. Mais ils sont fascinés. Ouais. Quand tu as quelqu'un qui est pharmacologue, qui étudie des composantes, des molécules, puis qui arrive dans cet univers-là plantes. Ça nous explique des choses, c'est le fun. Il y a toutes sortes de gens qui font le pont entre ces deux types de langage-là. Mais pour répondre à ta question, oui, il y a des plantes pour tout. En même temps, c'est un niveau d'intervention pour moi. On pourrait dire qu'il y a de l'alimentation pour tout. On pourrait dire qu'il y a un mode de pensée. Le cerveau, le conscient, le subconscient, il y aurait peut-être 3-4 étages là-dedans. Donc, pour moi, une thérapie, ça s'inscrit dans tout ça. Là. Donc, c'est sûr que la scutellaire est utilisée, par exemple, dans les protocoles de sevrage, même dans certains protocoles de sevrage de drogue dure. Justement parce que en remontant le plancher des neurotransmetteurs, on vient comme amoindrir les carences ou les chutes soudaines là, parce qu'on a perdu une source de dopamine.
Et ça aussi, c'est intéressant, les neurotransmetteurs. Puis, dis-moi un petit mot sur le shilajit, parce que pour moi, ça a été une longue recherche là, de trouver du shilajit. Puis là, tu me dis, oui, ça peut être bien de l'accompagner de certaines plantes, mais plusieurs vont préférer avoir juste du shilajit. Oui, tout est possible. Je suis rassuré que tu as trouvé ça compliqué parce que c'est sûr que quand on veut... Long cheminement. C'est sûr que quelqu'un va nous en proposer. Le problème, c'est d'où ça vient. C'est collecté. Les chaînes d'approvisionnement sont difficiles à vérifier, presque impossibles à vérifier parce que c'est des gens qui grimpent des montagnes, qui reviennent avec un produit. C'est une décomposition de végétaux. Oui, on ne sait pas exactement comment ça s'est formé. On a des théories, mais on n'a pas la... son nom latin, parce que tu sais, je suis un amateur de noms latins, c'est Asphaltum bitumens. OK. Donc, asphalte et bitume. C'est un goudron naturel. Qui s'est formé donc dans un processus, j'imagine, similaire à la formation du pétrole, et on le collecte dans les montagnes. Mais encore faut-il, comme ça a des centaines, voire des millions d'années, il faut le collecter à une certaine altitude. Je crois, il y a peut-être d'autres raisons, mais entre autres parce que il peut y avoir des animaux, il peut y avoir des polluants naturels aussi qui s'accumulent au fil de ces années-là, et le shilajit, une de ses forces, c'est d'avoir tous les oligo-éléments et les minéraux que la nature a créés sous différentes formes ioniques. Parfois, on ne sait même pas qu'il y a différentes formes ioniques. Donc, on ne parle pas non plus par exemple, citrate de magnésium ou glucose. Non, on parle il y a des assemblages moléculaires, mais il y a aussi des formes ioniques différentes. Plus on zoom in dans la chimie, même un oligo-élément ou un minéral, il y en a des variantes. Il y a des variantes. Il y a toutes sortes de variantes. Puis lui, il y en a 86 de mémoire. Il y a vitamine C, peut-être d'autres que je me souviens plus, mais il y a énormément de cofacteurs d'absorption. Il y a des molécules un peu en forme de nacelle. Donc, il y a toutes sortes de choses qui fait que c'est un grand... Il aide à absorber... Moi, je l'utilise beaucoup pour aider à absorber, par exemple, les gens qui sont en carence de fer. Ça donne des résultats. J'ai eu des résultats de fou, là. Des résultats, des gens qui étaient comme... Aucun supplément fonctionnait, puis en 2 semaines, la personne a remonté son trou de fer de façon... puis ça donnait que la personne avait un test tout de suite après des années de galère. Mais ça peut jouer contre nous, parce que ça peut se joindre à des polluants aussi. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut analyser. Oui, puis les tests, purifier. il faut quand les bonnes compagnies reçoivent les tests, moi je fais affaire à des compagnies qui reçoivent les tests de l'Inde, les regardent très bien, puis ensuite les jettent à la poubelle et les recommencent les tests. C'est ça, exactement. Parce que c'est facile de faire affaire à des laboratoires. Puis des fois, c'est pas... de la malveillance, des fois c'est juste un manque. Bon, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça aussi. C'est un produit qui vaut cher à la base. Donc, il faut que ça roule. Les chaînes d'approvisionnement, on n'en fait pas pousser comme on veut. Donc, on prend ce qu'il y a. Il y a beaucoup de demandes. Il y a une certaine mode à ce niveau-là. D'ailleurs, j'espère pas trop y contribuer aujourd'hui parce qu'il ne faut pas que ça devienne trop populaire. Là. Non, je comprends. Il pourrait avoir du shilajit américain. Ça pousse dans les montagnes, ce truc-là. J'ai fait mes recherches. Ça a été long avant que je réussisse à trouver... Je suis pas mal certain qu'il y en aura en Amérique du Sud, probablement dans les Rocheuses. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas dans toutes les montagnes du monde quelque part. Mais encore faut-il, faut monter à 3000 mètres. Il faut que quelqu'un se rende là. J'en parlais à des gens qui sont des gens qui sont partis en hélicoptère dans des forêts brûlées, aller chercher des champignons dans l'Ouest. C'est pas des aventuriers. Puis ils sont comme, ouais, mais attends, c'est pas évident. Qui va payer pour ton expédition? Comment tu vas te rendre là? Où tu connais les spots, là, comme on dit. Est-ce que la demande est là? Il y a une demande, mais bon, les gens s'approvisionnent pour l'instant. C'est plus connu en Russie, en Asie centrale, puis en Inde. Et donc, les provenances, souvent, majoritairement, c'est de l'Inde, mais parfois aussi, il pourrait en avoir de Russie. Mais à un certain point, je me disais, les monts de l'Oural n'ont rien à voir avec l'Himalaya. Donc, c'est pas une question de géologie, c'est une question de culture qui sont familiers avec ça. Puis l'acide fulvique, parce que c'est probablement le seul endroit où on peut avoir de l'acide fulvique, mais est-ce que c'est important, l'acide fulvique? Oui, puis il y a l'acide humique. Je sais pas si les deux sont mutuellement exclusifs, là. Je suis pas... j'ai des limitations aussi dans mes connaissances biochimiques, mais je sais que c'est des molécules qui sont comparables ou identiques à l'humus des forêts. Si vous vous rappelez votre secondaire 2-3, là, la terre noire
qui forment riches, là, ben, c'est des molécules qu'on retrouve là-dedans. Donc, ça s'extrait, j'imagine, de différentes façons. Là, je suis pas connaissant dans les modes d'extraction. Il y a une mode juste là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut trouver des sources d'acide fulvique pur ou acide humique, là, c'est moins clair pour moi. Il y a aussi une autre molécule magique qui a eu un certain buzz, qui n'a pas encore... bon, c'est des vagues marketing, mais pour l'instant, on est sur l'acide fulvique parce que, bon, on standardise en acide fulvique et tout. Moi, je préfère pas trop aller loin dans la standardisation. Je veux garder la forme. Je veux garder le shilajit tel qu'il est. Il y a d'autres choses que ça. Exactement. Il y a ces 86 minéraux et oligo-éléments, je veux pas en enlever. C'est ça. Parce que standardiser, c'est réduire un peu la présence des autres. Ouais. Si on augmente une présence, ouais. Il peut y avoir une standardisation de base. C'est-à-dire, bon... mon taux naturel favorable, ça serait 15, 18, 20%. Je me prononcerai pas pour le shilajit, mais quelque chose autour de ça. Puis je voudrais que mes produits... Bon, mais souvent, on va le mettre pour mettre un truc de marketing. OK. Tout comme on met... Aujourd'hui, on rajoute du... je me rappelle plus quelle forme de calcium. On rajoute une forme de calcium dans les laits d'amande. Dans les boissons... Oui. Végétale, onctueuse, à apparence blanche. Voilà. Pourquoi? Ben, il y en a déjà du calcium dans les amandes, mais c'est juste que les gens, quand ils voient calcium, ils se disent... Ou vitamines. Ça renforce leur achat, alors que c'est des formes de calcium qui ont tendance à calcifier en plus. Exactement. Donc, un peu plus, qui ressemble un peu plus à de la craie, comme la folate qu'on va rajouter aussi, qui souvent n'est pas métabolisée par une bonne majorité de la population. Exact. Puis pas métabolisé, tu utilises les bons termes, je vois que tu connais ça, ben c'est pire que pas absorbé, parce que pas absorbé, au pire, ça ressort, mais pas métabolisé, exactement. Ça devient ama en Ayurveda. Ama. Ama, ça peut devenir un... Ama, on pourrait dire toxine, mais en fait, du calcium, c'est pas une toxine. C'est tout, mais ça peut devenir une toxine si ça calcifie dans le corps. Ça crée des calcifications. Donc, j'ai déjà entendu des spécialistes, des scientifiques dire « Faites juste éliminer ce qui est enrichi, puis vous allez peut-être mieux vous porter. » Donc, justement, parce que ça se peut que ça soit pas métabolisé, puis que ça s'accumule et que ça crée des... Et c'est fait sur une base de marketing la plupart du temps. C'est des choses... Puis ça revient, je sais pas si vous avez vu le film Idiocratie. Dans Idiocratie, c'est quelqu'un qui se réveille dans un futur non trop lointain, puis le monde est juste devenu de plus en plus idiot. Puis là, tous les gens... puis il va sauver le monde en rappelant qu'il faut de l'eau pour les plantes, parce que là, il donne du Gatorade aux plantes. Mais tout le monde répète toujours, mais c'est bon les électrolytes. Parce que c'est bon les électrolytes. Oui. Puis là, ben, tout le monde a du Gatorade, puis il répète toujours, oui, mais c'est bon les électrolytes, voyons donc. Puis l'eau, c'est pour les toilettes. Puis là, lui, il se retrouve à être complètement lunaire parce qu'il dit, non, mais je pense que c'est parce qu'il faudrait peut-être que tu arrêtes de donner des électrolytes à tes plantes pour les faire pousser. Fait qu'on en est là un peu, des fois, c'est bon le calcium, oui, mais attends un peu, là, j'en ai dans mes amandes, c'est suffisant, je vais aller le chercher ailleurs. Mais pour revenir au shilajit, il y a une molécule magique qui va faire le buzz éventuellement, ou qui le fait un peu, c'est le carbone 60. Ah. J'ai pas revu ça, bon, j'ai pas beaucoup d'informations, mais je sais que c'est une molécule de carbone en forme... peut-être, je veux pas dire n'importe quoi, mais dodécaédrale, enfin, une espèce de forme géométrie sacrée. Ben oui. Puis là, bon, après, bon, je sais pas trop rien. Là. Moi, quand j'entends ça, je suis comme, bah super, mon shilajit... Moi, comment j'ai buzzé sur le shilajit, c'est en lisant là-dessus, puis par exemple, ma façon de voir les choses, je sais pas, moi, anciennement, on savait pas qu'il y avait du carbone 60, de l'acide humique, fulvique. C'est le fun de lire des molécules, apprendre sur les molécules, grand bien nous en fasse, mais il y avait des Anglais ou des populations dans l'Himalaya qui ont redécouvert le shilajit, puis des Anglais scientifiques qui étudiaient les populations de singes, puis là, ben, ils aiment ça noter des trucs, les Occidentaux. Donc là, ils notaient leur âge, s'ils se reproduisaient, bon, tu sais, tout ce genre de trucs, là, on prend la largeur du crâne. Puis, ils voyaient, mais il y a des singes qui lichent cette substance brune, bizarre. Il y a des animaux aussi qui se frottaient là-dessus pour guérir leurs plaies. Puis là, ils remarquaient, ben, les singes qui vivent dans des endroits qui ont accès à cette substance, ben, ils vivent plus longtemps. Ils grisonnent moins. Ils font plus d'enfants. Là, on est dans quelque chose. Oui. Donc, ils savent pas, les singes, là, que... Une belle étude clinique. Exact.
tu sais, appuyé par la science, là. Exact. Ouais, mais j'adore ça. Ils ne disent pas riche en carbone 60. Non. Donc, pas encore. Fait que c'est une plante, c'est une substance, pas une plante. C'est un goudron qui est sujet à des modes aussi parce que c'est un tonique sexuel. C'est un reminéralisant. Il y a beaucoup de cartes pour lui qui fait que c'est... Et j'aime bien l'aspect ionique. Je trouve qu'il y a quelque chose de très naturel. C'est un peu comme une eau salée. Donc, tout est prêt. Puis c'est une réactivité. Oui. Ils attendent les autres atomes. Exactement. Pour danser. Là. J'adore le chien. Bon, merveilleux. Et là, puis... Si vous voulez savoir qu'est-ce que Jonathan prend, mon chum, lui, ça lui tentait. Tu sais, c'est dans l'autre balado qu'on a fait précédemment. C'est vrai, je l'ai mentionné. Là. J'en mentionne quelques-uns. J'ai publié une liste aussi quelque part. Ah, parfait. Ben, peut-être qu'on pourrait la republier. Comme ça, hein? Elle est évolutive aussi, cette liste. Oui, ben c'est sûr. Je la mettrai dans les commentaires. Parfait. Oui, j'aimerais ça. Et tu donnes, sachez-le aussi, tu donnes des formations. Et ça, pour quelqu'un qui voudrait, tu sais, qui trouve que il manque de sens un peu des fois à sa vie, puis non, mais c'est parce que pour moi, l'Ayurveda, quand j'ai découvert ça, j'ai fait wow, tu sais, ça fait du sens avec tout. Tu sais, puis c'est tu sais, il y a la médecine chinoise, puis là, il y a l'Ayurveda qui ont des milliers d'années d'existence, de preuves, tu sais, et de grand sens. On peut pas prendre soin de tout le monde de la même façon. Des certaines affections ne peuvent pas être traitées comme d'autres. Puis il y a quelque chose de très fluide, de très harmonieux, tu sais, de mettre du ghee dans les yeux, par exemple, pour tel... Tu sais, il y a vraiment... Ça coule pour toi, ça se glisse, oui, ça a beaucoup de sens avec ce que tu connais de la vie. Oui, et le fait de s'huiler, tu sais, il y a beaucoup prendre soin de soi, il y a le massage, tous les sens sont mis à profit, puis selon les saisons, on va varier, selon les doshas, on va... Donc, il y a quelque chose de fluide, de très naturel, hein, dans le fond. Ouais. Puis, tu voulais nous parler de microbiote aujourd'hui, ce qui est aussi une belle... Tu sais, on porte beaucoup d'attention aujourd'hui dans le monde médiatique sur le microbiote. Oui, je me suis on le découvre, en fait. Ça intéresserait les gens. Puis, aussi, pour juste faire un petit retour sur ce que tu viens de dire, ben je fais des formations, mais je fais aussi des consultations. Puis, je dirais aux gens, oui, vous pouvez vous inspirer de ma liste, mais... Justement, c'est une médecine personnalisée. Ouais. Donc, ce qui est bon pour moi ne sera pas forcément bon pour vous, bien que j'ai la chance d'être en santé. Donc, je prends des substances qui sont pas spécifiques à des problèmes trop particuliers. Donc, ça fit avec un plus grand nombre, mais il reste que ça peut être personnalisé. Puis c'est là où l'Ayurveda a une force. Puis c'est là où il y a cette fluidité-là parce que j'en discutais justement avec une dame... de Maison Jacinthe tout à l'heure qui disait moi j'ai eu mes réserves par rapport à l'Ayurveda, puis en discutant avec elle je me rends compte on lui a présenté une forme finie, une forme très indienne, une photo de l'Ayurveda, puis bon c'est ça l'Ayurveda. En fait ce qui est intéressant c'est d'enseigner aux gens de porter les lunettes ayurvédiques. Ça je l'enseigne plus dans mes formations parce que dans les consultations moi je porte les lunettes ayurvédiques puis bon tout expliquer comment j'en suis arrivé. Mais quand on développe ces lunettes ayurvédiques-là, ça permet... je pense que la plus grande force que l'Ayurveda peut apporter, c'est de personnaliser... Ensuite, on peut écouter les conseils santé qu'on entend de part et d'autre, puis on peut discerner lesquels s'appliquent à moi, lesquels sont, au contraire, pourraient m'être néfastes, et pourquoi. Et ça nous ramène dans nos 5 sens. Je pense aussi que la fluidité elle est là parce que l'Ayurveda nous amène à écouter nos perceptions. Donc, quand on parle de s'écouter, d'écouter notre corps et tout, mais on peut réapprendre et en fait aussi, à un certain point, on se sert de nos propres conceptions ou des choses qu'on avait déjà en nous, en fait. Puis, si on va dans le très simple, quand vous avez chaud, vous ouvrez une fenêtre pour vous apporter un peu de fraîcheur. Quand l'Ayurveda vous dit d'opposer le guna chaud avec le guna froid, on peut... Par exemple, multiplier le guna. Les approches, les propriétés froides avec chaudes,
L'Ayurveda va peut-être vous dire, ben, il y a telle plante qui est rafraîchissante, il y a le radicchio, les endives qui sont rafraîchissants, il y a le... puis vous allez aussi puiser dans votre expérience du rafraîchissant. Vous allez mettre votre vêtement plus léger, vous allez... Donc, ça amène à penser la santé aussi en termes de perception sensorielle, de ressenti. Moi, j'ai fait mon premier auto-recommandation, c'était... J'avais lu, on va parler de Vata mais très bientôt avec le microbiote, mais je lisais sur... bon, j'essayais de comprendre l'Ayurveda dans mon premier petit bouquin là, que j'avais pris en Inde parce que je m'étais fait soigner puis je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Puis là, je regarde ça puis j'ai l'impression que j'ai encore des symptômes Vata. Bon, qu'est-ce qu'ils disent de faire pour Vata? Manger chaud, lourd et onctueux. C'est quoi le rapport? J'ai une petite va-vite, puis on me dit de manger chaud, lourd et onctueux. Je comprenais rien. J'ai mangé chaud, lourd et onctueux. Ça a fonctionné. Je comprenais toujours rien, mais là, je commençais à trouver ça intéressant. Puis, encore aujourd'hui, il y a des choses que je comprends pas, mais... Ah, c'est un univers. Mais c'est ça. Mon corps le comprend, lui. Oui. Et c'est des portes qui s'ouvrent, en fait, sur des rituels qui nous font du bien, une approche, une alimentation, un style de vie, des gestes qu'on peut poser, puis qui vont pas prendre beaucoup de temps, mais qui vont justement faire en sorte que on se dépose dans notre vie, puis on est bien avec ce qui nous entoure. C'est vraiment, vraiment... et je connais absolument rien, mais j'ai adopté certains rituels ayurvédiques parce que, oui, ça me faisait du sens. Ça a fait toute la différence au bout du temps. Je ne peux pas me passer de ces habitudes-là que mon corps comprend. Ouais, puis on le ressent, puis bon, après, on se fait expliquer pourquoi c'est bon pour nous. Mais je donnerais un focus aux gens qui nous écoutent par rapport à ça, puis pour remettre en perspective l'Ayurveda, ce que tu appelles les rituels ayurvédiques, qui, moi, je le dirais un peu différemment. Je dirais que tu utilises des inspirations ayurvédiques pour construire tes propres rituels. Parce que l'Ayurveda ne nous impose pas, puis bien sûr, c'est pas ça que tu voulais suggérer, mais dans le sens où... parce que, bon, l'Ayurveda, c'est quoi? Pourquoi c'est si vaste? Ben, c'est et juste rappeler aussi que tu as plusieurs années d'expérience, d'études et d'expérience. Moi, c'est ma vie depuis 25 ans. Je suis jamais ressorti. Donc, moi qui a eu quelques contacts comme ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a baigné dedans comme toi et qui a fait aussi de l'herboristerie. Et tu peux adapter aussi ce que tu connais de là-bas aux plantes d'ici parce que maintenant, tu as tout ce langage-là puis ce répertoire-là d'expérience. Mais en même temps, c'est bon de valoriser aussi tout ce que chaque personne, parce que l'Ayurveda, c'est la science de la vie, on est tous en vie, donc on a tous fait un peu de cette science, on a tout expérimenté un peu la vie, donc oui, c'est vaste, puis moi aussi, ben j'en aurais pas assez de cette vie-ci pour tout apprendre ce que je voudrais apprendre en Ayurveda, mais pourquoi c'est si vaste? C'est qu'en fait, Ayurveda, c'est un terme qui pourrait se remplacer par santé naturelle d'une certaine façon. C'est la science de la santé naturelle version indienne, donc c'est... Je veux dire, c'est vaste. C'est comme si on réunissait l'aromathérapie, la naturopathie, l'herboristerie, le style de vie, l'alimentation, l'exercice, le yoga, Comment on appelle ça? Nous, on appelle ça la naturopathie, on appelle ça la santé naturelle. Donc, c'est sûr que dire je suis expert en santé naturelle, ben, OK, oui, mais en quoi particulièrement? Comme en Ayurveda, je me spécialise davantage dans ceci, cela. Il y a des choses que je sais pas, il y a des choses que je sais. Donc, c'est pour ça aussi que c'est si vaste. Ensuite, ça se subdivise, puis c'est une compilation d'un savoir ancestral, puis qui est toujours en évolution. Donc, il y a aussi des gens, même en Ayurveda, qui confondent l'Ayurveda classique, les livres, les bouquins, qui est nécessaire parce que ça l'a permis de standardiser, de ramener sur un mode, un langage commun, un peu comme la science, c'est un langage commun. Aujourd'hui, je dirais que c'est le seul langage plus universel que l'Ayurveda, c'est la science, parce que ben, deux, ça peut porter, on peut appeler ça tout ou dos, mais c'est toujours ben deux. Donc, on peut se parler en différentes cultures, puis on va s'entendre, c'est quoi deux? Ce qu'on n'avait pas, par exemple, en Amérique du Nord, ou du moins ça s'est perdu, les guérisseurs amérindiens ou les hommes, les femmes médecines pouvaient plus ou moins se parler entre eux. Bon, il y a peut-être qu'il fut une époque, il y avait plus d'interculturalisme, mais ils n'ont pas développé un langage, mettons, panaméricain, que tous les guérisseurs et toutes les
tous les hommes et les femmes médecine, par exemple, ont le même langage. Ça a ses avantages, ça a ses désavantages. En Inde, on reconnaît que les meilleurs, c'est ceux qui viennent des peuples des forêts. Ils ont eux aussi leurs autochtones, leur tribal society. Bon, c'est très compliqué, il y a beaucoup de strates à la culture indienne, mais c'est eux la source de l'Ayurveda. Mais eux, ils savent pas non plus se parler entre eux. Ils ont un langage approximatif, ils expliquent mal qu'est-ce qu'ils font. Ils n'ont pas ce langage universel. C'est très instinctif. Puis ça, on a des chercheurs scientifiques qui sont venus nous expliquer cet instinct-là auquel arrivent à taper puis avec lesquels travailler ces personnes-là. C'est instinctif, mais c'est aussi un savoir. Mais c'est un savoir qui est dans un tunnel très étroit de transmission orale. Oui. Moi, j'en ai rencontré un homme de médecine autochtone, puis j'ai voulu être son élève, puis il dit, regarde, j'ai pas le mode de vie pour ça. Il faudrait que faudrait que je te trimballe à côté de moi pendant 10 ans, 15 ans. Je sais pas comment t'enseigner ça. Il faut que tu sois avec moi, puis j'ai pas la vie pour ça. Je me promène entre... lui était Ojibwe Navajo, fait qu'il se promenait entre les États-Unis, la Gaspésie. Donc, en Inde, donc, l'Ayurveda a servi de compilation, finalement. Mais il faut pas confondre, et beaucoup de médecins indiens s'enorgueillissent de leur savoir en sanskrit. C'est parfait, mais ça reste une compilation d'un savoir. Aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où il y a des médecins qui n'ont pas le droit de pratique, qui viennent des tribus. On appelle ça les Natuvaliya. Puis, ils peuvent même pas officier en tant que médecin ayurvédique, mais ils se retrouvent à être invités dans des conférences avec les meilleurs médecins ayurvédiques parce qu'ils ont la vraie connaissance. Mais ils sont pas rentrés dans le moule de, les 5 années d'université. C'est ça, l'Ayurveda. C'est une compilation, mais ça l'a permis... fut une époque, on fuyait ça, mais à une certaine époque, ils se sont dit, là, il faut écrire les choses. Parce que l'homme l'humain, là, la femme, les gens du futur vont avoir besoin de ça. Et ils l'ont fait, en fait, pour nous. Mm-hmm. Ça naît d'une conférence. Ça, c'est un truc qui est historique, mais bien qu'on peut pas le dater exactement, mais il y a beaucoup de sources qui attestent la tenue, pas une conférence, une congrégation, parce que ça a duré quelques années. Ils ont rassemblé toutes sortes de sages-hommes et de sages-femmes sur les contreforts de l'Himalaya. Ils se sont dit, hey, on a un problème, les humains commencent à sortir des forêts, des micro-hameaux, et ils s'agglutinent en villages un peu plus importants, peut-être un jour en ville, puis un jour, ils commencent à avoir des maladies, ils commencent à se détacher de la nature. Comment on fait pour rester en santé? Qu'est-ce qu'on fait, nous? On attache notre soulier le matin, on n'y pense même pas. Comment on explique à quelqu'un qu'on attache son soulier? Eux, on est en santé, on a la santé, eux, ils la perdent. OK, c'est quoi la mécanique? Comment on va leur expliquer? Donc, c'était fait pour le futur, en fait. Puis on prédisait que dans le futur, le stress serait la première cause des maladies. Donc, l'Ayurveda est fait pour nous, aujourd'hui, agglutiné dans des villes, et le stress figure dans les causes dominantes des 5 principales causes de mortalité. Puis c'est justement d'essayer de reconnecter avec la nature. Puis il faut que je dise quelque chose parce qu'au début, je t'ai posé la question, est-ce que les plantes peuvent soulager un peu de tout? Mais c'est sûr que ça reste le style de vie, ça reste dans un terrain sain ou en prévention. Quand il y a une maladie aiguë, quand il y a une urgence, on n'est plus là. Donc... c'est des outils qui s'alignent si on veut cultiver un jardin. On se contente pas juste de l'arroser. C'est très important de l'arroser, mais on va aussi fournir la bonne lumière, les bons compagnonnages. De la même façon, les plantes, c'est un des ingrédients pour faire fleurir notre jardin. Puis en fait, c'est la nourriture. C'est juste t'avais dit ça, puis maintenant, je t'ai copié. Je me suis approprié. C'est le summum de la nutrition. Les plantes, c'est le summum de la nutrition. C'est bon, hein? Vraiment ça nous bon. reprogramme. Oui, parce que c'est pas un produit, c'est pas un... oui, c'est un produit de la nature, mais j'aime ça, c'est alimentaire. Oui, c'est pas une composante, c'est un ensemble et tout est là, et oui, ça nous procure des phytonutriments, des qu'on peut pas ou qu'on n'a pas imité, puis qu'on va pas... Donc, ils se retrouvent dans une autre couche. Qu'on pourrait, autant que possible, on va l'inviter dans notre nourriture, mais on peut aussi s'épargner de boire des décoctions à tous les jours. On peut... il y a quelqu'un qui va faire une conférence sur les bouillons médicinaux à la Guilde des herboristes cette année, aux conférences de la Guilde.
du colloque. Donc ça, on peut essayer d'inviter dans notre... Ça fait très druide. Plus, oui, ça fait très le bouillon. Ouais. Mais en même temps, j'ai ma soupe du soir. Tu sais. Donc on essaie de mixer les deux. Mais aujourd'hui, je vais pas aller déterrer les bardanes dans le fond de ma cour parce que j'ai pas le temps. Puis c'est astreignant. Fait que je vais plutôt me contenter de la petite fiole. Si je pouvais aller déjà les toute faite, déterrer. déjà et bien faite, et bien faite. quelques pipettes, puis on y va comme ça. Mais j'étais jaloux de ceux qui faisaient qui juicaient leur bardane, puis ça faisait qui m'apprenaient que même si elle est noire et blanche, ça faisait un jus vert fluo. Wow. Là, tout d'un coup, j'étais un peu jaloux parce que je me dis, moi, je pense connaître la bardane, mais j'ai jamais bu un shake de bardane vert fluo. Hey, tu m'en parles, puis j'en ai envie. On ira déterrer ça. Dans ton terrain, tu dois en avoir, c'est les pic-pics. Là, oui, j'en ai beaucoup. Mais J'ai beaucoup de bardanes, j'ai beaucoup d'orties. Mais Sylvain, d'ailleurs, s'est mis à désherber l'ortie à main nue. Il faut la manger, il faut en faire des manicotis. J'ai fait à un moment donné. Fourrer des manicotis avec du ricotta. Comme t'es blanchi comme du... Mais j'ai fait une poêlée d'ortie après avoir parlé avec quelqu'un qui cueille la forêt, qui nous a parlé des vertus de... Ça donne le goût. Oui. C'est super. Oui. Puis tu m'as ouvert une porte aussi où tout à l'heure on parlait du microbiote, mais on peut faire le pont aussi entre l'histoire du stress et le microbiote. OK. Allons-y. Je te suis. On va prendre cette porte vers le microbiote. Parce que Vata en Ayurveda, je vous ai dit que je vous en reparlerai. Il y a 3 doshas. Il y a 3 doshas. Donc, c'est chacune des personnes, chacun de nous avons à différents pourcentages, mais c'est pas des pourcentages, mais à différents niveaux, les 3 doshas. Mais il y en a qui vont avoir plus de Vata, d'autres plus de Pitta. Donc, et c'est comme ça que vous abordez le style de vie qui sera approprié, ou l'alimentation, ou les saisons. On aborde tout avec les doshas. Les gens s'intéressent à leur propre nature, mais on peut tout lire en termes de doshas. Une dynamique scolaire, un groupe, n'importe quel environnement, n'importe quel, on appelle ça référentiel, un lac, une rivière, la planète. Tout peut être analysé. Et chez l'individu, il y a notre terrain, notre nature, mais il y a notre état aussi. Ben d'ailleurs, le terrain, ça peut être un peu l'état parce que il y a notre terrain génétique, disons, là, le bagage avec lequel on est né. Puis il y a notre terrain en tant que... Qu'est-ce qu'on en a fait de ce terrain? Qu'est-ce que c'en est devenu? Donc, chez l'individu, il faut vraiment... Ça, c'est une des étapes qui est souvent... On passe par-dessus. On veut connaître notre type ayurvédique, mais il faut commencer par savoir distinguer quelle est ma nature véritable, quel est mon état. Oh! Et ça nous permet de nous comprendre. Quelqu'un qui dit, voyons comment ça fait que je mange comme un tel, mais que ça n'a pas les mêmes effets sur moi. Donc, c'est bon, c'est un bel outil. Et ça rajoute un degré de complexité, les natures et l'état, mais je dis aux gens, essayez pas tout de suite d'aller vers la nature. C'est sûr, c'est attirant. Moi, je veux savoir c'est quoi mon signe astrologique, puis qu'est-ce que ça veut dire sur moi. Je suis pareil. Mais donc, on va un peu là, puis tu sais, j'ai fait mon petit test de dosha et tout, mais les gens sont beaucoup mieux servis lorsqu'ils se demandent dans quel état je suis. Parce que l'état, c'est plus simple. Oui. Parce que l'état, c'est des déséquilibres, en fait. La nature, c'est positif. C'est aussi nos faiblesses, mais c'est nos forces, c'est qui on est, c'est notre couleur. Ça changera pas. Il n'y a rien à changer à ça. Mais l'état, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des déséquilibres? Oui. En termes ayurvédiques, le Vikriti, c'est est-ce qu'il y a des déséquilibres? Et ça, c'est un peu objectif. C'est du genre, si je suis anxieux, je peux me demander, est-ce que c'est ma nature d'être anxieux? Est-ce que j'ai une tendance à être anxieux? Ça, c'est une grande question philosophique que le thérapeute ayurvédique va vous aider à répondre. Parce qu'on a de la perspective. Puis moi, je mets en plus un autre élément là-dedans, les traumas. Les schémas d'adaptation, j'appelle ça. Donc, tout ce qui est masque, trauma, qui est schéma d'adaptation. Comment je me suis adapté à cette société? Ça devient un état que l'on croit à une nature. Ah ben, moi, je suis un hyper vigilant. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Moi, j'en suis... J'estime 75-80% de la population québécoise est hyper vigilante. Donc, c'est notre réponse, c'est notre schéma d'adaptation parce que c'est payant être hyper vigilant dans un monde. Et ça rajoute beaucoup de vata. Et là, les gens se disent, je suis de nature anxieuse. Non. Tu es anxieuse depuis que tu te rappelles de qui tu es. Mais en fait, c'est pas ta nature. C'est ton schéma d'adaptation qui vient avec... En étant hyper vigilant, c'est le fun, on voit venir les dangers, on lit les micros, on lit les individus autour de nous dans tous les petits signes, on sait naviguer la société, les règles et tout. Mais ça vient avec
le cerveau qui s'arrête jamais. Le déménagement en ville. Le départ de la nature, puis ben non, en nature aussi. Oui, il y a de non, la vigilance on en s'entend, nature. ça rajoute. C'est ce que les anciens disaient, c'est que plus on va s'agglutiner, plus on va être nombreux, plus ça va devenir anxiogène. Donc, à part le moustique, l'animal le plus dangereux pour l'homme, c'est l'homme. Donc, il y a la nature, il y a l'état, et il y a ce qui se fait passer pour une nature qui est le trauma, le avaroda, je vais appeler ça en Ayurveda, ce qui est un concept qui n'est pas très exploité en Ayurveda, que mon historique personnel, mon contact avec mon mentor m'a amené. Je dirais même que c'est peut-être mon leg à l'Ayurveda, d'avoir élargi le concept des avaroda. Donc, vous avez votre nature véritable, mais gardons ça. C'est une grande question, donc gardons-la un peu... là, en référence ou en perspective. On y réfléchit. Souvent, on a une petite idée. Mais notre état, ça, c'est objectif. J'ai mal. J'ai des brûlements. Donc, est-ce que c'est ma nature, ma tendance d'avoir des brûlements? C'est une grande question. Mais si j'ai des brûlements ou non, ça, c'est une... Bon, donc, j'ai un pitta en excès. Et où il est, ce pitta? Parce que les gens vont dire Vata, Pitta, Kapha, mais ça veut tout dire, donc ça ne veut rien dire. Donc, il est où mon Vata? Est-ce qu'il est dans mes tissus? Est-ce qu'il est dans mon esprit? Est-ce qu'il est plus dans mon système digestif? Est-ce qu'il est partout? Est-ce qu'il est le matin? Est-ce qu'il est le soir? Donc, l'état, ça demande... Moi, je veux que mes étudiants fassent des phrases complètes. Là. Bon, tu te plains d'un excès Vata, Pitta, Kapha, bon. Mais où, quand, comment ça a commencé, quand ça finit quand? De quoi on veut parler? Et les gens veulent tout résumer à un dosha, mais en fait... Moi, je pourrais vous parler de mes excès Vata, de mes excès Pitta, de mes excès Kapha. Il y aurait certains doshas pour lesquels j'aurais peut-être moins à dire. Donc, je vais peut-être les oublier. C'est sûr que si, à un certain point, 80% de mes inconforts sont rattachés à un dosha, OK, on commence par là. Et c'est là qu'il faut commencer l'Ayurveda. Il faut commencer l'Ayurveda dans nos inconforts, nos déséquilibres. C'est comme un peu s'occuper de ses oignons. Tu sais, commencer là où ça... Et quand on fait ça, on s'occupe de bien d'autres choses. Les gens qui ont des petites varices, ils disent « Ah, moi, ça me dérange pas, c'est juste esthétique, ça me dérange pas d'avoir quelques varices. » OK, mais ça veut dire que tu as un système cardiovasculaire, un système veineux peut-être un peu faible. Est-ce que tu veux attendre de faire une thrombophlébite? Est-ce que tu veux attendre d'avoir des problèmes cardiaques? La peau parle beaucoup. La peau? Ça peut parler des toxines. Donc, les petits symptômes, les gens se disent « Ah, c'est pas grave. » Non, c'est pas grave, mais si on n'écoute pas un murmure, on va, ça va crier à un certain point. Pourquoi pas écouter quand c'est le murmure? C'est beaucoup plus agréable à l'oreille. On peut agir, c'est beaucoup plus facile à résorber. Fait que l'Ayurveda cherche... Bon, on part avec le pire. Là. Si quelqu'un arrive avec un bras coupé... à l'hôpital, on lui demandera pas c'est quoi ces doshas. Bon. Donc, on commence par le pire, mais on essaie d'aller vers... d'éliminer les grands symptômes pour aller vers des plus petits symptômes. Puis, par rapport au microbiote, ça, c'est lié... Donc, il y a Vata qui est le mouvement. Il y a Pitta qui est la transformation, la chimie. Vata, toutes sortes de mouvements, les informations, les mouvements du corps... tout ce qu'on peut de près ou de loin associer au mouvement, tout ce qu'on peut de près ou de loin associer aux transformations chimiques, transformations de l'âme, de notre vie, peu importe, et la préservation, la structure, donc tout ce qui nous constitue, tout ce qui se maintient, tout ce qui nous protège. Ça, c'est Kapha. Et le microbiote, c'est ça, bien sûr que tout touche aux trois doshas. Il y a des aspects Vata, Pitta, Kapha. Mais le microbiote, il est situé principalement dans les intestins, qui se partagent... Bon, il y a des zones où les doshas s'expriment davantage. Je pèse mes mots parce que les doshas se retrouvent, encore une fois, partout. On peut avoir... le foie, c'est un organe très pitta de nature, mais il peut y avoir des déséquilibres kapha avec une hyperplasie ou avec une lenteur hépatique. Il peut y avoir des déséquilibres vata... Bon, ça, c'est moins courant chez le foie, fait que je manque d'imagination. Là, ça pourrait être, mettons, un mauvais rythme, un dérèglement des enzymes, tout ce qui est dérèglement des rythmes, des quantités, tout ce qui est anomalie ou manque de symétrie, ça va être associé à Vata, mais c'est un organe qui exprime davantage Pitta et Kapha. Ben, l'intestin, il se divise en deux. Il y a l'intestin grêle, qui exprime davantage Pitta, parce qu'il y a les enzymes, il y a beaucoup de chimie qui se passe là. Puis beaucoup le début de l'intestin grêle, là où il y a
le canal hépatique, le canal pancréatique, il y a le bol alimentaire qui vient de sortir de l'estomac, donc il y a beaucoup de digestion. Il y a le concept de Agni, qui est le métabolisme. Il y a beaucoup de Agni qui se passe à cet endroit-là. On va revenir sur Agni parce que c'est le deuxième concept après Vata qui est le plus important pour le microbiote. Mais ensuite, il y a tout le côlon, le grand côlon, mais aussi, en Ayurveda, on ne distinguait pas les choses aussi de façon... on s'attardait moins à l'anatomie qu'à notre ressenti de l'anatomie. Donc, donc on va de Pitta vers une dominante Vata avec le côlon, qui est un gros organe creux, qui a du mouvement. Les selles qui bougent, ça, c'est Vata. Et bref, le côlon, c'est ce qu'on appelle même le siège de Vata. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le siège? C'est l'endroit où Vata s'exprime davantage. Et quand on commence à étudier l'Ayurveda, on se dit, Vata, c'est beaucoup la tête. C'est beaucoup, en fait, pas la tête, le crâne, mais le cerveau. Effectivement. Mais l'Ayurveda situe le siège de Vata au côlon. Mais tout de suite après vient le système nerveux central. Mm-hmm. Et l'Ayurveda nous laisse là. C'est-à-dire que si on ouvre la boîte de Vata, on regarde les concepts qui sont attachés à ça, les deux premières choses qu'on déballe, c'est le côlon, le cerveau. Et c'est tout. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on écrit des pavés sur les relations entre le côlon et le cerveau, l'Ayurveda, c'est presque implicite, c'est tellement imbriqué dans les fondements de l'Ayurveda qu'on n'a même pas besoin de le mentionner comme tel. C'est que Vata, c'est comme une espèce de point central où s'attache un paquet de fils, parce que si l'univers est divisé en 3, ça fait pas beaucoup de... Ça fait juste 3 points de référence là, pour tous les éléments qui s'imbriquent les uns avec les autres. Donc, c'est implicite en Ayurveda que le côlon a une grande influence sur le système nerveux et le système nerveux sur le côlon. Et en Ayurveda, même, on dirait, on va commencer dans le côlon. Est-ce qu'il y a beaucoup de fermentation en Ayurveda? Pas tant. Non, hein? Puis, donc, qu'est-ce qui dans l'Ayurveda, les fibres? Parce qu'on ne devrait pas avoir besoin, je dis pas que c'est pas bon, mais on ne devrait pas avoir besoin toujours de sources de bactéries exogènes. Je comprends très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on devrait tout trouver dans l'alimentation aussi. Ça peut nous aider. Puis on peut trouver des bactéries exogènes dans les lactofermentations. Il y en a un peu, mais on devrait utiliser ça avec parcimonie, puis on devrait pas... Ça devrait être un outil intéressant. Mais en Ayurveda, là, il faut distinguer deux choses. Il y a l'Ayurveda qui est une science universelle, puis il y a la culture indienne. Mm-hmm. Dans la culture indienne, il y a des petites fermentations, légères, surtout dans le sud de l'Inde. Et ça va servir beaucoup pour la nourriture végétarienne. D'ailleurs, si on veut savoir comment... OK, beaucoup de sujets là, mais nous, on connaît bien l'alimentation chasseur-cueilleur. Mm-hmm. Ça, on sait comment on faisait. Ce que l'humanité n'a pas élucidé, c'est l'alimentation sédentaire. Il y a des problèmes avec le sédentarisme. Et là, ça nous demande de faire de l'agriculture. Et là, si on veut manger végétarien, on va se nourrir de légumineuses parce qu'on veut des protéines. Mais là, les protéines sont pas faciles à digérer. Puis là, il y a les antinutriments, il y a l'acide phytique. Les Tamils, ils sont comme, mais vous inquiétez pas, hein. Ça fait 10 000 ans, nous, 30 000 ans qu'on est sédentarisés. Les plus vieilles cultures, ça vient de... Les plus vieilles cultures, c'est retrouvé, c'est le yam, jusqu'à maintenant, je crois, en Indonésie. Les Tamils, ils viennent un peu du Pacifique. Bon, maintenant, ils ont une culture très ancienne, puis maintenant, ils sont restés juste en Inde. Il y a une diaspora mondiale, mais je veux dire, les Tamils anciens, on les a retrouvés dans le sud-est de l'Inde. Et eux, ça fait très, 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 très longtemps qu'ils sont sédentarisés. Ils ont vu arriver les Blancs avec leurs vaches, leurs chevals, leurs chiens. Ils se sont rencontrés, ils ont fait une culture commune. Mais eux, ils avaient des techniques, ils étaient très fermiers depuis avant Babylone. Et eux, ils disent, y a pas de souci, ils connaissent pas ça, l'acide phytique. Ils connaissent pas ça, les lectines. Ils ont aucune idée. Mais le matin, le soir, en fait, ils préparent ils font broyer du riz avec des légumineuses. Ensuite, ils font ça légèrement fermenté. Bon, là-bas, il fait chaud, fait que ça va vite. Ici, au Québec, ça prend 2 jours. Là-bas, ça prend une nuit. Et là, ça fait une pâte, là, comme une genre de pâte à crêpes. Puis, on va la voir gonfler un peu. Donc, on est dans légère fermentation. Et là, ils font cuire ça le matin et ils font des... Wow. Je vendrais bien des choses pour aller manger ça tous les jours de ma vie, des dosa et des idlis. Donc, leur petit déjeuner, c'est une protéine complète à base de légumineuses qui a été légèrement fermentée, trempée. Donc, bye-bye la plupart de l'acide phytique, bye-bye la plupart des lectines, bonjour la digestibilité et bonjour le goût.
Ouais. Et là, il y a les petites sauces qui vont avec. Ils ont toute une culture végétarienne. Donc ça, c'est le petit déjeuner de tout bon tamil. On pourrait de tout manger bon, ça matin, midi, soir, finalement. Oh, je n'hésiterais pas un instant si il fallait que je signe un contrat avec je sais pas qui dit ou quel repas voudrait. Il faut si on me condamnait à manger un seul repas. Ça serait ça. Écoute, je serais presque heureux si on me le préparait. Mais c'est dur de trouver des bons. Il faut aller à Toronto pour manger les meilleurs. Puis on n'a pas beaucoup de gens tamils au Québec. Mais il y a quelques petits endroits. Et donc, c'est une nourriture qui est, de mon point de vue, naturopathique moderne, de mon point de vue gustatif, de mon point de vue nutritionnel. Bon, je suis pas nutritionniste, mais bon, du peu que j'ai étudié de cette science, alimentation et tout, c'est parfait. C'est parfait. C'est la protéine complète, digestible le matin en se levant. Ça m'a pris quelques jours là, avant de faire je mangerais plus ça sur l'heure du dîner. Tu sais, c'est un peu salé, épicé. Les petites patates et tout. Là, ça fait un peu moins déjeuner sucré. Mais après quelques jours, puis tous les gens auxquels j'ai introduit ça... Aujourd'hui, tous les spécialistes, plusieurs spécialistes de la santé disent à quel point c'est important de prendre des protéines le matin. Exact. Et je l'ai fait avec tous mes clients. Donc, mais j'ai rencontré une vieille amie récemment, elle me dit, moi je fais pas tout la bastringue du dosa parce que c'est compliqué. Au Québec, il faut le faire d'avance. Elle dit, moi je me contente de broyer des légumineuses, des céréales, je laisse ça gonfler comme ça gonfle, puis je me fais des pâtes à crêpes, puis j'oublie. Puis moi, c'est vrai que je mettais la barre haute, là. Il me fallait mon petit chutney de coconut, mon petit truc. Je voulais recréer la même expérience. Mais il faut recréer cette culture-là avec ce qu'on a ici. Mais ça, on va trouver ça. Toute cette nourriture-là, on va les trouver chez les Moyen-Orientaux, chez les Turcs, chez les Syriens, chez les Libanais, chez les Iraniens, chez les Indiens. Donc ça, c'est les peuples qui ont développé une vaste culture végétarienne pour les gens qui veulent manger végétarien, parce que c'est pas obligé non plus. Et le microbiote est heureux. Et le microbiote est heureux, parce que ça, c'est une autre chose. Si on mange des légumineuses, mais on les digère pas bien, ça fait des ballonnements, mais c'est pas mieux. C'est pas parce que c'est des légumineuses puis qu'on retrouve les légumineuses dans toutes les zones bleues en prédominance, il faut encore... Le défi, c'est bien les digérer. Puis là, pour ça, le trempage, germination des fois, une bonne cuisson, il y a toutes sortes... Bon, il y a une liste de secrets, là, qui ne sont pas secrets, là. J'ai publié un article là-dessus sur mon site web, là, pour comment bien digérer les légumineuses. Mais ça demande à développer une culture qu'on n'a pas. On n'a pas, ou on l'a très peu. Chez des peuples, c'est incarné, ils peuvent... Moi, si j'ai oublié de faire ma fermentation le matin au Tamil Nadu, je vais au dépanneur du coin, puis je demande à la maman du dépanneur, est-ce que tu peux me refiler un peu de ta pâte d'hier, puis elle me le donne. Puis si j'ai même pas envie de cuire ma pâte, je vais un pâté de maison plus loin, puis là, je vais dans le boui-boui à dosa, puis on me les prépare pour un copec. Donc, c'est ça. Fait que ça nous aide, parce que si on est tout seul à tout faire toujours, oui, vous pouvez faire votre lait d'amande, vos germinations, que ci, que ça. Bon, j'espère que vous êtes à la retraite, parce que ça demande, c'est un mode de vie, puis bravo si vous le faites, mais c'est bon d'avoir un peu d'aide aussi. Très, très intéressant, le lien entre le microbiote puis l'humeur. Vraiment. L'humeur, tu veux dire la psyché? Oui, tu sais, c'est parce que au niveau de la santé ici, on parle des troubles de l'humeur. Là, c'est ça qui est accepté. Donc, le lien entre le cerveau, le lien entre le système nerveux puis le microbiote. Oui, c'est bien. Il y avait on réfère sur notre site web un livre qui a été populaire, c'est Le charme discret de l'intestin de Julia Anders. Oui. Puis très intéressant. Il y a toutes sortes de liens. Hein. J'ai adoré. Cerveau, microbiote cerveau, les peptides du cerveau qui s'en vont là, la flore, l'immunité aussi, les cellules immunitaires. On connaît plein de choses. Mais j'aurais envie de dire, on sait pas trop quoi en faire. Les gens sont spécialistes du microbiote, mais enfin, moi je regarde ça. Du point de vue savoir, ça va, on est bon. Mais du point de vue savoir-faire, je pense que c'est là qu'il y a pas d'opposition, là. Il y a matière juste, OK, le savoir pourrait aller voir les gens qui ont le savoir-faire, puis on ferait une belle danse les deux ensemble. Là, mais, Qui a le savoir-faire? L'Ayurveda en a une partie. Les Indiens du Sud qui ont ces techniques alimentaires-là en ont une partie. C'est pas complètement...
Moi, pourquoi j'ai scotché à l'Ayurveda, j'ai aussi étudié la naturopathie, la nutrithérapie, l'herboristerie, et je pige de partout, là. Je suis pas, je prends des plantes de médecine chinoise, je veux dire, ce qui est bon, là, c'est pas un problème. Pourquoi je suis resté collé sur l'Ayurveda, c'est que j'ai juste reconnu une expertise. Puis c'est en partie parce que justement l'Ayurveda codifié a permis, il y a les traditions orales, mais bon, j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'informations des Autochtones d'Amérique, malheureusement, parce qu'aussi on est des cultures qui se côtoient très peu, même s'ils sont à côté de nous. J'essaie d'aller vers eux, au mieux de ma vie. J'en ai pas fait une quête de vie complète non plus, mais simplement, l'Ayurveda, en ayant une structure codifiée à l'échelle de l'Inde, du nord au sud, pendant des milliers d'années, je veux dire, il y avait des glaciers ici, puis déjà, il y avait des glaciers par-dessus nos têtes, puis là-bas, il y avait une civilisation florissante. Donc... Et qui faisait déjà un lien entre le côlon et le système nerveux. Donc, ils ont su préserver en partie cette expertise-là. Et ben moi, là-bas, la force a été de constater que... Puis je mets pas l'Ayurveda au-dessus des autres techniques nécessairement, mais j'y ai trouvé beaucoup d'efficacité, simplement. Puis... mais c'est ça. Je cherche le plus efficace. Je trouve... Tu sais, tu fais comme... Ben oui. Quand tu découvres, puis c'est des relations, des gestes que on n'a pas du tout, là, tu sais. Mais quand tu apprends quelques trucs, tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, on fait, ben oui. Oui, ça tombe sous le sens. C'est ça. Il n'y a pas une formule pour le microbiote. Il y a des gens, les gens pitta vont être plus acides. Donc, on va faire plus attention aux trucs acidifiants. Parce que là, leur pH va se déséquilibrer plus facilement. Ou du moins... Pour être plus exact, techniquement, le corps va devoir compenser. Naturellement, ces personnes-là aiment pas trop ce qui est... Tu sais, s'ils sont un peu connectés, là. Bon point que tu as ajouté, parce qu'en fait, on est naturellement attiré. Puis j'ai résolu cette équation-là en me disant, c'est mal fait un peu, les gens pitta, ils mangent trop acide, par exemple. Mais en fait, c'est normal de faire... On a les excès de nos tendances. Si je suis intense, je vais faire des excès d'intensité. Si je suis pitta, je suis prompt à l'acidité parce que j'aime l'acidité. Parce que j'ai beaucoup de chimie en moi. Je génère beaucoup de radicaux libres. Je génère beaucoup d'acide urique. Et par contre, tu as rajouté un point. Tu as dit, si je suis connecté. Et un exemple, c'est que les pitta, d'habitude, d'emblée, s'ils n'ont pas fait la conversion dans leur vie, ils n'aiment pas les amers. Je leur donne des trucs amers. Puis les pitta, ils ont souvent, les gens de nature, pitta, ils ont souvent des opinions, s'ils n'ont pas justement trop un avaroda, vata, d'hypervigilance, là, puis je vais calculer ce que je dis, ils vont simplement dire, j'haïs ça, moi, les amers. J'aime pas ça, non, j'en veux pas. Ils aiment pas, puis ils l'expriment. Et là, moi, je m'arrête pas à ça parce que j'ai appris à pas trop me laisser impressionner. Puis là, je leur dis, écoute, je te donne un défi. Un défi, ça, les pitta aiment ça. Je dis, tu vas manger des amers, puis je sais que t'aimes pas ça, puis je te défie, tu sais, puis ça, ils aiment ça. Je me confronte à toi. Ils aiment ça aussi, la prise de bec un peu. Je me confronte à toi, puis je te dis, tu vas aimer ça, les amers. Tu vas voir. Tu vas te transformer, tes pitta, tu te transformes. Je leur dis pas tout à fait comme ça. Et tu vas en manger matin, midi, soir. Mon Dieu, je viens de te dire que j'ai ça, puis tu vas m'imposer ça. Oui, parce que tu vas faire le défi, parce que t'es capable. OK, je vais le faire. Puis ils me reviennent toujours la consultation suivante, puis 99% du temps, maintenant j'aime les amers. J'ai transformé ma perception. Maintenant, il m'en faut à chaque repas. C'est un goût qu'on acquiert. Donc, une fois que le pitta a acquis la sagesse des amers, par exemple, là, il reconnaît que lorsqu'il se sent trop chaud, qu'il y a du feu, ou de façon des fois qu'on conscientise même pas, ça me fait du bien la roquette, ça me fait du bien le radicchio, ça me fait du bien les endives. L'été, on mange ces salades-là, c'est rafraîchissant. Donc effectivement, il y a une sagesse qui s'installe, mais on va voir nos tendances. Ces gens-là vont aimer les marinades, les lactofermentations, le piquant, les trucs qui font wow. Je reconnais tout le monde dans mon entourage. Il y a beaucoup de pitta au Québec. On est une nation de gens pitta sous une chape de vata d'hypervigilance, là, mais on est très pitta au Québec. Et c'est quoi les petites épices que tu as à côté de toi depuis tout pitta, à l'heure? On parle qui dit pitta dit épices. Je voulais t'apporter, je sais pas si tu connaissais ça, il y a l'ajouine qu'on connaît assez peu. Non.
Je ne connais pas ça. Trachispermum annuum, de son nom latin. Ami, pardon. Je voulais pas me... Tu peux répéter? Trachispermum ami. OK. Ami. Tu l'as... OK. Ami, je l'ai écrit ici. J'ai de la misère à l'apprendre, lui, encore. Ça, je suis pas parfait en nom latin. Ça, c'est une... Ajoin. Ouais, je crois qu'on prononce ajoine. Ajoine. Puis ça a l'air une... je te dirais pas. À quoi ça te fait penser? Ben. Tu connais ça, hein, cette odeur-là? Oui. Si je te... Ok, je vais te dire, devine parmi les épices méditerranéennes. Ça te fait penser à quoi? Romarin? Ouais. Thym? Thym. Ouais. Ça goûte le thym en particulier. Et qu'est-ce que ça fait? Mais c'est un peu différent. Comme ils disent en Inde, same, but different. C'est pareil que le thym, mais un peu différent. Tu sais, t'as dit quelque chose avant qu'on commence l'enregistrement, qu'ils sont toujours ouverts. On va leur dire, il y a une joie de vivre. Tu sais, j'en ai rencontré quelques-uns pour justement des certains produits, certaines formules. Ils sont agréables. Ils sont toujours prêts à nous mettre de l'avant, à nous aider, à changer le monde avec nous. Puis ils acceptent ce qu'on dit. Donc, il y a pas de résistance. Puis c'est particulier quand même que tu aies pu apprendre là-bas avec un mentor indien, puis qu'ici, tu n'y arrives pas. Tu sais, il y a... Oui, ben c'est sûr que là-bas, ils sont 1,4 milliard d'hindous, puis ici, mon contact avec les Autochtones est assez étroit. J'ai même... Puis bon, aussi, rendu là, j'étais déjà marié, si on veut, à la culture indienne avant que je puisse me rapprocher davantage, mais ils sont très faciles d'accès. Puis aussi, ben, ils ont ce langage commun. Mon guérisseur autochtone, il parlait anglais, mais sa médecine n'était pas en anglais. Sa médecine, à lui, il l'a appris dans la forêt. Il avait jamais appris à le transmettre par des mots. Son mentor, à lui avait montré, l'avait vécu avec lui. Donc, il n'y avait pas son cahier de cours là, de médecine autochtone. Lui, il me disait, regarde le bourdon, comment sa tête fit dans la fleur. Puis là, j'étais comme, my God, c'est vrai que la tête du bourdon, elle a la forme exacte de la fleur. C'est comme ça qu'il m'enseignait. Okay. Ça aurait été idéal. J'aurais pu passer... je vais regarder les bourdons maintenant différemment. J'aurais pu passer 20 ans avec lui. Ben, ils ont ce lien aussi au vivant. Là. Et qu'est-ce que tu fais avec l'adjoint? Ben, ça, c'est une épice, donc un peu comme le thym, le romarin, qui va être davantage apaisante pour Kappa. Si on parle du microbiote, ben, ça va être très bon pour les ballonnements. Ah! Mais ça peut être un peu réchauffant. On trouve ça chez toi. Quelqu'un qui a trop de brûlements ou d'aigreur d'estomac, des choses comme ça, il faudrait y aller modérément. Tu sais, comme le thym, c'est assez fort. L'hiver, ça va être parfait lorsqu'on a des mucosités. J'en vends un peu chez moi parce que chez moi, je vends très peu de choses, mais parce que c'est pas mon truc. Mais je vends ce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Parce que je peux pas dire aux gens, ben, allez chercher ça là. Puis bon, si je parle de quelque chose puis que les gens peuvent pas le trouver, ben ça va pas bien. Donc j'aime bien... en fait, j'essaie d'avoir le moins de choses à vendre possible, mais je m'astreins à les préparer pour le rendre disponible. Puis ça fait partie de mes mélanges d'épices. Donc des fois, les gens le voient dans la liste. Ah, je connais pas ça. C'est pas une épice qui... Je vais t'en présenter une autre qui est plus révolutionnaire. Celle-là, bon, on peut aller chercher un goût semblable avec le thym, mais il y avait une recette du Dr. Ladd, Vasant Ladd, qui est un excellent médecin ayurvédique, qui est un de mes mentors par voie de bouquin. Lui, il recommandait avec la cannelle. Ah! Puis je sais pas, moi je le filais pas, tu sais, je sais pas, ça me donnait pas le goût. C'est un peu comme le lait curcuma, ça m'a pris longtemps avant de l'essayer, puis je me suis dit, mais oui, c'est tellement bon. Un lait d'or, Ça m'a pris du temps, je faisais... Ben ça, avec de la cannelle, il recommandait ça, lui, ça doit venir de recettes classiques de maison en Inde, là. Mais ça et cannelle, c'est vrai que les deux se rejoignent quelque part, puis j'étais surpris à quel point c'était bon. Mais ça, c'est plus pour l'hiver un peu plus, mais l'été, il va tomber un peu dans peut-être dans les vinaigrettes. Ben, c'est ça, pour une salade. Ouais, t'en as beaucoup. Belle découverte, oui, hein? J'en ai pour quelques années. Et ça, j'adore faire découvrir ça aux gens. Parce que tout le monde connaît la cardamome. Oui. Qui connaît pas la cardamome? Oui, j'adore. C'est... ça, c'est la cardamome noire. Donc, précieux. Elle est un peu plus précieuse parce qu'on la connaît moins.
On l'appelle la grande cardamome, Bara Elaishi. Ah. Elaishi, c'est cardamome, ça, c'est Bara Elaishi. Oh, c'est différent. Là, on a quelque chose de très différent. Oh, c'est vraiment particulier. Et là, pourrais-tu faire le lien avec la saveur? Non, Si je te dis boucan, vraiment, parce que on n'est pas habitué à ça, là. tu connais on appelle ça les sauces boucan. hickory. Oui, ben oui. Il y a ça dans la science américaine du barbecue. Oui, c'est ça. Puis les sauces... C'est un peu plus loin de moi, mais ouais. je reconnais très bien le fumé. Donc, c'est l'épice qui apporte le goût de boucan. Et si c'est bien utilisé, dans les garam masala, les mélanges garam masala, il y en a souvent un peu. Avec les poissons, ça va bien. Avec les légumineuses, ça peut aller bien. Même dans des desserts, ça peut donner une touche. C'est juste qu'il faut l'expérimenter un peu, il faut se permettre. C'est un peu plus dur à placer, mais comme un paprika fumé. Oui, c'est ça. Ouais. Le paprika fumé, ça a cette odeur. Des fois, ça peut... Belle découverte. Plus dur à placer, mais lorsqu'on trouve sa place, ça peut donner vraiment une dimension intéressante à un plat. Puis ce sont des concentrés nutritifs aussi. On est dans l'explosion. Sans doute, je ne le connais pas. Puis toutes les plantes à huile essentielle, toutes les épices, les fines herbes, ça a un avantage marqué sur le microbiote. Parce que c'est antiseptique et c'est ce qu'on appelle carminatif. Ah oui. Carminatif, tu connais l'effet? Ben, l'absence de ballonnement. Exact. Voilà. Ça prévient les ballonnements, la formation. Lorsqu'on les mélange à la nourriture, on prend une tisane immédiatement après un repas et ça disperse si ces ballonnements se sont formés. C'est pas juste comme une baguette magique, mais ça doit faire partie de l'équation, ça doit faire partie des ingrédients de cultiver le jardin de notre microbiote. Et ça, les Indiens, ben, ils ont beaucoup de ressources. Mais aussi les fines herbes, on peut mettre ça dans les salades. Chaque repas, moi, je me demande, qu'est-ce que je vais y ajouter? De la sauge dans mes œufs, un peu de girofle dans les oignons caramélisés. On peut multiplier, et on faisait ça au Québec davantage. Avant, on avait on faisait des espèces de sel aux épices, là, de sel de fines herbes qu'on conservait pour l'hiver. Oui. Des herbes salées. Des herbes salées. On avait plus de fines herbes, on avait plus de petits trucs qu'on prenait dans notre jardin. Fait qu'on glissait ça sur nos repas de viande. Les cretons, d'ailleurs, c'est un truc très québécois, puis c'est des épices semblables au garam masala, le croton. Il y a du girofle dans le croton, il y a ce qui fait le goût du croton, ça... Je pensais pas parler de croton ce matin, oui. Mais j'apprécie ça. J'ai une recette de croton végé, rassure-toi. OK, parfait. Avec des lentilles. Avec des lentilles. Puis si vous voulez faire croire à quelqu'un carnivore que c'est des vrais crotons, il y a quelqu'un qui m'a donné un truc. Une de mes clientes a dit, tu mets juste un peu d'huile de coco sur la surface, ça rajoute le brillant. Gras, là. Ouais. Puis là, elle dit, là, il va que du feu. Là. Si tes lentilles sont juste pas trop cuites là, pour qu'ils gardent une petite... Un petit crunch. Tu peux t'amuser au jeu de... Je t'ai fait manger du végé, puis tu pensais que c'était de la viande. Merci. Moi, j'ai d'ailleurs encore un peu de ton mélange pour lait d'or et de ton mélange garam masala. Oui, Parce que c'était déjà venu cuisiner chez nous, d'ailleurs, quand tu veux. Hein? Ben, je vais essayer de me dégager du temps, puis je vais m'inviter chez toi. Merci. La vie est belle quand on t'écoute, puis c'est beau tout ce que tu nous racontes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps aujourd'hui et ton partage. Merci pour ton écoute et de partager ces passions-là avec moi. À une prochaine. À une prochaine, Jacinthe.